Bonsoir, je suis Agnès Boss, la déléguée générale du CTHS, Comité des travaux historiques et scientifiques, qui est un institut rattaché à l'École nationale des chartes PSL. Et je suis très heureuse d'introduire ce soir la conférence présentée par Amanda. Juste très rapidement, parce que Amanda est la star de la soirée, et je vais dire juste quelques mots pour vous dire qu'il s'agit de la publication d'une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2017 et qui avait été menée sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac et qui a été sélectionnée dans une compétition assez féroce pour le prix L'Art et l'Histoire qui est décerné par le CTHS avec l'INH, Institut national d'histoire de l'art, et qui donne lieu donc à une publication dans la collection L'Art et l'essai. Voilà, donc après quelques années de travail, ce livre sort et nous en sommes très très heureux puisque il est passionnant. Je pense que Amanda va nous en présenter au moins une partie, donc je ne vais pas évidemment me substituer et raconter ce qu'elle décrit de façon tellement précise et passionnante dans son ouvrage. Juste vous dire que pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste de cette époque, ça permet enfin de dépasser juste Picasso, Guernica, et voilà, de vraiment d'entrer dans le détail, dans des situations très nuancé, très contrasté, et c'est ça qui est vraiment passionnant dans cette recherche. Et puis aussi dire que finalement, c'est vraiment intéressant de voir que ce travail d'Amanda s'inscrit dans une actualité que vous avez peut-être repérée également, puisqu'il y a eu cette exposition Exil au Louvre-Lens qui a fermé en janvier 2025, donc qui était évidemment beaucoup plus vaste dans son propos sur l'exil, mais également deux expositions qui viennent d'ouvrir à Paris, une exposition sur l'art dégénéré au musée Picasso, et puis une autre exposition qui s'appelle Un exil combattant, les artistes et la France 1939-1945, donc avec évidemment une approche assez différente, mais qui montre quand même vraiment l'actualité, l'importance aujourd'hui de regarder ces questions d'exil, de migration et de communauté artistique. Je laisse la parole à Amanda. Bon, merci beaucoup Agnès pour cette présentation. Merci pour l'invitation de parler ici ce soir à l'École des Chartes, et merci à vous tous d'être venus. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu, en fait je vais commencer par vous inviter à regarder l'image qui est sur la couverture du livre. Et en fait, c'est une image, bon, je me répète, j'ai déjà dit ça à la soirée de lancement, mais je pense que c'est très important parce que ça permet d'entrer tout de suite dans des enjeux fondamentaux qui m'ont poussé à vouloir écrire ce livre. Donc, il s'agit d'un tableau de Juan Miró, L'échelle de l'évasion. Et le tableau a été peint en 1940, ça fait partie de toute une série de constellations. Et au début, on regarde cette image et on dit « Ah, mais il y a des couleurs gaies, joyeuses, c'est une image dynamique, il y a plein de formes biomorphes qui flottent dans un espace indéfini. » A priori, comme au début, on dirait qu'il y a un ton joyeux. Mais plus on regarde, on remarque que les figures ont des expressions de détresse et leurs yeux sont grands ouverts, ils sont étonnés, ils sont angoissés. On voit même une espèce de smiley à l'envers, une grimace d'un côté. Et au milieu, cette échelle qui donne le titre à l'œuvre, l'échelle de l'évasion. Miró peint ce tableau en 1940 à Vauvenargues, à sa résidence en Normandie,
Et il était confronté à un dilemme terrible. Il y avait les Allemands qui arrivaient et Miro était un pro-républicain, un antifasciste avéré. C'était en plus un artiste dégénéré et il avait une décision très compliquée à faire. Miro décide de rentrer en Espagne. Il commence une sorte de exil intérieur. Euh, mais en fait, je trouve que cette œuvre capte bien les enjeux et les dilemmes auxquels cette communauté artistique espagnole à Paris, qui n'était pas du tout, qui était très vaste, mais pas du tout politisée pour la plupart avant la guerre d'Espagne, est obligée à faire face. Et donc, c'est très bien sur la couverture du livre. Bon, comment je suis arrivée là? Vous entendez par mon accent que je suis pas espagnole, ni je suis américaine. Et dans une première vie académique, bon, j'étais hispaniste. Et dans mon parcours, j'ai fait des cours de littérature espagnole et j'ai découvert la guerre d'Espagne par sa littérature. Et ça m'a fascinée. Et donc, j'ai fait un premier master à Madrid. Et quand je suis arrivée à Paris, quand je me suis reconvertie en historienne de l'art, je voulais orienter mes recherches en art vers les artistes espagnols à Paris autour de la guerre d'Espagne. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Roberta González. Est-ce que vous avez été au Centre Pompidou voir l'exposition, la galerie où il y a les œuvres de Roberta González? Anne, je sais que tu as été. Et si vous n'avez pas été, ça ferme ce week-end. Allez-y, allez-y. Donc, j'ai fait mon master sur Roberta González, qui est actuellement, qui a toute une galerie au 5e étage du Centre Pompidou, au sein de la collection permanente. Et j'ai découvert que Roberta a vécu la guerre d'Espagne depuis Paris, mais elle a fait beaucoup d'œuvres qui montrent son angoisse, comme celle-ci, qui est datée de 1939, conservée à la Fondation Hartung Bergman. Elle était mariée à un moment donné avec Hans Hartung. Et donc, elle a vécu tout un périple pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que lui, il était traqué par les Allemands pour être un Allemand traître. Mais bon, c'est dans le livre. Et donc, du coup, Roberta, elle a aussi participé dans plusieurs expositions pro-républicaines dans l'après-guerre. Et donc, en faisant mes recherches sur Roberta, j'ai découvert en fait cette activité artistique très forte pro-républicaine à Paris dans l'après-guerre, mais c'était très compliqué de trouver des sources qui racontaient ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça m'a donné envie de creuser et de trouver un peu toute l'histoire. Donc, j'ai été aidée dans mes recherches par la découverte de nouvelles sources et notamment, j'ai pas découvert la presse de l'exil espagnol en France. Le travail de Geneviève Dreyfus-Armand, une historienne française, a beaucoup travaillé dessus, mais c'est la communauté espagnole exilée en France a publié 650 titres pendant les années de la guerre civile jusqu'à la fin de la dictature franquiste. Et donc, c'était un véritable mine d'or pour mes recherches sur l'activité artistique de cette communauté. Je vous donne quelques exemples de titres qui étaient édités par des associations diverses, anarchistes, d'intellectuels ou les Catalans, les associations régionales avaient aussi un rôle très important dans ces publications. Et donc, voilà, grâce à ça, grâce aussi au dossier conservé à la préfecture de police de Paris,
tous les dossiers de surveillance ou même les démarches administratives que ces Espagnols étaient obligés de faire ont aussi permis d'éclaircir un certain nombre de points qui étaient restés lacunaires pendant longtemps. Donc, dans le livre, je fais attention, je prête beaucoup d'attention aux expositions d'art espagnol, souvent assez médiatisées, et c'est très utile pour comprendre l'engagement et la politisation de ces artistes espagnols de Paris dans leurs œuvres. Et ça permet de montrer, c'est ça que ce soir, je vais m'appuyer sur 3 expositions clés. L'exposition universelle de 1937. Bon, je vais parler quand même de Guernica, c'est difficile de l'éviter, mais pas que. Ensuite, je vais passer à l'occupation et je vais parler d'une exposition complètement oubliée de l'histoire à la Galerie Charpentier en 1942. Et je vais terminer par parler de cette vague d'expositions pro-républicaines dans l'après-guerre, et en particulier une exposition qui a eu lieu à Prague en 1946. Et voilà, c'est une manière de voir comment les artistes arrivent à véhiculer la vision de l'identité nationale défendue par les 2 camps dans la guerre d'Espagne, de ces 2 Espagnes, pour citer Antonio Machado. Bon, donc, avant de se lancer sur l'exposition universelle, il faut savoir que dans cette vaste communauté d'artistes espagnols à Paris qui s'installe à partir de la fin du 19e siècle, comme tant d'autres artistes et des artistes étrangers, à la recherche, comme a très justement dit un critique exilé anarchiste, José García Tella, ils viennent à la recherche d'une esthétique et ou d'une gloire. Mais en fait, tous les artistes espagnols, ou la vaste majorité, viennent à la recherche d'une modernité qui n'est pas acceptée ailleurs et qui n'est pas acceptée à ce point en Espagne. Et donc, si on divise les Espagnols de Paris en 2 branches esthétiques avant la guerre, on a d'un côté les avant-gardistes, dont Pablo Picasso est le chef de file, et de l'autre, qui sont plutôt il y a une recherche de modernité plus timorée, on peut les appeler les partisans de la tradition renouvelée. Et c'est là où on a Ignacio Zuluaga, qui est plutôt la figure de proue de ce versant. Et ça se voit assez clairement dans ces 2 œuvres qui représentent toutes les deux, la crucifixion. Bon, je pense que c'est assez inutile d'expliquer en quel sens l'œuvre de Picasso est très radicale et avant-gardiste. Zuluaga, c'est plus subtil. Tout de suite, on remarque que c'est un style beaucoup plus figuratif, lisible. Mais quand on regarde de plus près, ce groupe de pèlerins et avec un religieux qui se tiennent de part et d'autre de cette crucifixion avec en toile de fond une ville castillane qui évoque les paysages de Tolède du Greco. En fait, c'est un rideau, c'est un décor de théâtre et les reflets très forts sur le corps du Christ évoquent une lumière très forte comme si c'était un projecteur. En fait, ces personnages sont sur scène. Et donc, Zuluaga fait un commentaire assez critique de cette dévotion catholique, cet fanatisme catholique qui est au cœur d'une certaine vision de l'identité espagnole qui, dans sa génération, au tournant du siècle, avait besoin de régénération. Donc, c'est beaucoup plus classique, mais quand même, il y a une certaine modernité. Donc, Picasso est le chef de file d'un groupe de jeunes artistes avant-gardistes qui arrivent à être appelés l'école espagnole de Paris. D'autres artistes associés sont Hernando Viñas, Francisco Borges, Pancho Castillo, avant qu'il rentre en Espagne et s'affilie à la Falange. Bon.
Joaquín Penado, Ismael González de la Serna. Et on les voit dans cette photo qui est sortie dans la revue Cahiers d'Art, qui était qui était un grand promoteur de ce style. Et ces artistes, en fait, je parle non seulement d'esthétique, mais aussi d'identité artistique. En fait, ces artistes avant-gardistes, l'esthétique dictait aussi, en quelque sorte, ces fréquentations, ces lieux de sociabilité. Tous ces artistes avant-gardistes traînaient beaucoup dans les cafés, dans les galeries de Montparnasse. On voit ce tableau de Borges qui restitue cette ambiance d'une tertulia. En revanche, de l'autre côté, les artistes de la tradition renouvelée, donc Zuluaga, mais aussi Federico Beltrán Masses ou Josep Maria Sert, étaient beaucoup plus mondains et étaient dans des cercles beaucoup plus distingués. Avec leur, on peut imaginer Federico Beltrán Masses, c'était le portraitiste de la haute société, et donc cette identité esthétique artistique n'était pas qu'une question d'esthétique, c'était une façon de vivre en quelque sorte. Et donc la première fois qu'on voit ce clivage esthétique s'idéologiser, je sais que c'est pas vraiment un verbe, mais je trouve que ça capte bien le concept. Et en 1937, à l'exposition universelle de Paris. Et c'est là où on voit pour la première fois cette confrontation entre avant-gardistes et partisans de la tradition renouvelée, mais utilisés à des fins politiques dans le contexte de cette guerre civile. Donc, d'un côté, on a le pavillon. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, c'est pas du tout équilibré, pour commencer. Il y avait tout un pavillon rempli d'œuvres qui a été organisé par la République espagnole, alors que les nationalistes l'Espagne nationaliste était représentée que par ce tableau de Josep Maria Sert qui montre l'intercession de Sainte Thérèse de Jésus dans la guerre civile. Vous aurez remarqué que l'autre tableau est Guernica, inutile de le préciser. Et en fait, avant l'exposition universelle, on se doutait que l'Espagne républicaine n'allait pas participer parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, une guerre à gagner, etc. Mais en fait, la République a saisi ce qu'ils considéraient comme une chance, une opportunité très importante de mettre en valeur d'un côté tous les progrès qu'ils avaient mis en place pendant les années de la République et aussi d'afficher l'héroïsme et aussi la souffrance du peuple espagnol pendant cette guerre. Et donc, il faut rappeler que la République était désavantagée d'un point de vue militaire et matériel dans cette guerre. Et donc, l'art est devenu une arme de première importance, des deux côtés, mais surtout pour la République. En Espagne, on voit une prolifération d'affiches. Je vous en donne quelques exemples ici, réalisés par des affiches et aussi des dessins qui sont dans la presse. C'est aussi l'âge d'or de la presse, écrite et illustrée. Et donc, à l'étranger, plutôt que les affiches, il y a cette occasion de faire cette exposition à Paris. Voilà le pavillon très moderniste de Josep Luis Sert, qui était le neveu du peintre qui peint pour l'Espagne nationaliste. La guerre civile est comme ça, et Luis Lacasa. Et donc, d'un côté, l'Espagne républicaine a envoyé plein d'œuvres d'artistes en Espagne, comme j'ai dit, qui montrent l'héroïsme, la souffrance. Ici, c'est plutôt axé souffrance. Une scène de réfugiés, une mère à l'enfant en mode réfugié, ou une scène de Pedro Flores Escarnio de vol collectif, où les agresseurs ont des traits nord-africains qui rappellent le fait que l'armée de Franco faisait appel aux soldats venus d'Afrique du Nord.
Il est très probable que les artistes de l'École espagnole de Paris aient participé aussi, même si on ne garde pas des traces. Moi, j'ai du mal à imaginer que Francisco Borges aurait fait ce tableau Espagne 37 en 1937 sur la guerre d'Espagne. Là, on voit un franc-tireur dans la fenêtre en face de cette femme dont l'intimité de sa vie domestique a été interrompue par la guerre. Je suis sûre que ça a été dans le pavillon, même si on n'a pas de traces de cela aujourd'hui. Mais les œuvres qui ont été mises en avant dans le pavillon, les œuvres qui ont été commandées exprès pour l'occasion, étaient presque majoritairement, ça c'est sûr, des artistes espagnols installés à Paris. Donc Picasso avec Guernica, mais aussi Julio González qui réalise qui expose à cette occasion sa Montserrat, et Juan Miró fait aussi une œuvre in situ, Le Faucheur, qui est aujourd'hui perdu. González et Miró choisissent le paysan catalan, les deux étaient catalans, pour représenter le courage, la force du peuple catalan face à l'armée, face à l'agression franquiste. Donc González, on voit cette mère qui renvoie à la Vierge patronne, la sainte patronne de la Catalogne, la Vierge de la Montserrat, et elle porte son bébé comme un bouclier, elle est armée de sa faucille, elle fait un pas vers l'avant, et c'est une vision très forte et optimiste de cette résistance populaire. Même chose chez Miró, on reconnaît la faucille dans une main, le poing levé de l'autre côté, et la figure masculine cette fois-ci, porte une barretina, un chapeau typique des paysans catalans. Picasso, en revanche, se focalise évidemment sur le chaos et la souffrance causée par ce bombardement de la ville de Guernica, qui n'avait aucune, on voit que des civils en fait, il n'y avait aucune importance militaire. Et c'était aussi une façon pour lui de dénoncer la violation du pacte de non-intervention, parce que comme on le sait, le bombardement a été perpétré par la Légion Condor des nazis et avec le soutien de l'aviation fasciste et l'aval des nationalistes. Mais si González respecte les consignes esthétiques, en fait, les commanditaires avaient préconisé des œuvres d'un style plutôt lisible, plutôt réalisme socialiste. Picasso et Miró gardent leur liberté créatrice, gardent leur style avant-gardiste caractéristique, surréaliste pour Miró, cubo-surréaliste pour Picasso. Et dans le cas de Picasso, ces distorsions, cette fragmentation souligne la violence du bombardement et donne encore plus de force à l'œuvre. Mais même si les commanditaires n'étaient pas du tout contents avec Guernica et Le Faucheur dans un premier temps, cette esthétique libre, moderne, arrive à être associée aux valeurs de l'Espagne républicaine, beaucoup plus ouverte, progressiste, etc. Donc c'est un premier exemple. Et soit dit en passant, Picasso n'a pas que prêté ses pinceaux à la cause républicaine, il a aussi fait des donations d'argent très importantes, il a prêté son œuvre et son prestige à maintes fois à la cause. Il a mis une date de juillet 38 sur un dessin qu'il avait fait en 1919, qui est sorti dans la Voz de Madrid, une des publications précoces de la communauté en exil, qui devient une sorte de pietà paysanne. Il est cité comme collaborateur, et pour montrer
sa valeur de symbole, mais très très tôt dans cette lutte pro-républicaine, quand ses amis artistes de l'École de Paris veulent soulever des fonds pour envoyer en Espagne pour les enfants républicains, ils appellent cette initiative le Fonds Picasso. Donc très vite, c'est un symbole très reconnu. De l'autre côté, on a cette œuvre de Sartre, avec 2 titres très longs, mais appelons-le l'intercession de Sainte Thérèse de Jésus dans la guerre, ou il manque la guerre civile, pardon. Et cette œuvre n'était pas du tout dans le pavillon espagnol, c'était dans le pavillon du Vatican, qui avait l'habitude d'exposer des œuvres des pays catholiques. Et l'Espagne nationaliste a sauté sur l'occasion pour afficher une œuvre qui reflète très clairement leur valeur et leur vision de l'identité nationale. Et donc, on voit Sainte Thérèse au centre. Elle est épaulée, entourée et soutenue par des évêques et elle embrasse, elle accueille Jésus sur la croix, mais la croix est devenue une sorte de bombardier. Enfin, c'est une empreinte très dramatique et caractéristique du style néo-baroque de Josep Maria Sartre. Allez au musée Carnavalet. Il y a un décor d'un salon parisien de Josep Maria Sartre qui faisait des décors pour la haute société parisienne absolument dramatiques et théâtrales et à l'image de cette œuvre. C'est quelque chose. Et donc, il transpose ce style néo-baroque ici, il l'utilise au service de cette Espagne catholique. Enfin, c'est une façon d'affirmer qu'ils ont la faveur divine, en fait, de leur côté, qu'ils se positionnent en défenseurs de cette Espagne catholique face aux rouges athées. Et en plus, c'est difficile à voir, mais au fond, il y a une église qui brûle. Et en fait, cette église ressemble à la cathédrale de Vic en Catalogne. Et c'était une cathédrale qui avait été, le décor avait été fait par Sartre. Et c'était l'œuvre de sa vie et ça a brûlé très tôt dans la guerre. C'était victime d'une destruction iconoclaste de la part des extrémistes de gauche. Qui œuvrait pas du tout au nom du gouvernement républicain. En revanche, le gouvernement républicain mettait en place des mesures pour sauvegarder le patrimoine. Et en fait, néanmoins, cette propagande comme quoi les républicains étaient des destructeurs sauvages de la culture, du patrimoine espagnol, a été très endommageable pour la République. Et quelqu'un qui a aidé à véhiculer cette idée était Ignacio Zuluaga, qui écrit une lettre, un avertissement au monde contre les rouges, les esclaves de Moscou qui étaient en train de détruire le pays, autrement dit les rouges. Donc, voilà, on voit assez clairement que, soit dit en passant, ce style néo-baroque de Sartre, le baroque, le XVIIe siècle, l'âge d'or espagnol, c'est le moment où l'Espagne est puissante, impérialiste, puissante d'un point de vue militaire, impérial, culturel. Et en fait, c'est l'âge d'or auquel l'Espagne franquiste voudrait revenir. Donc, ça capte assez bien les priorités. Bon, à la fin de la guerre, les artistes, Franco ne se contentait pas de la victoire militaire, il voulait aussi vraiment éradiquer toute trace de mentalité et culture républicaine. Et donc,
il y avait beaucoup de répression, d'exécution, enfin, tous ceux qui étaient associés à la République de près ou de loin étaient en danger. Et ça entraîne l'exode de la retirada et puis même un exode plus important. Il y a, à la chute de la Catalogne, il y avait un demi-million de personnes qui entrent en France. Et les artistes sont bien représentés parce que comme il y avait tellement d'affiches, de propagande visuelle, ils étaient facilement identifiés et identifiables. Donc, voici quelques représentations des artistes qui ont vécu l'exil et à leur arrivée en France, n'oublions pas qu'ils ont été mis dans des camps de concentration dans le sud-ouest pour la plupart, et tout cela a été la première application du décret-loi du 12 novembre 1938, mise en place par Édouard Daladier, qui préconisait de faire le partage entre les bons émigrés et les indésirables. Et les Espagnols républicains étaient très clairement des indésirables, associés à cette... conçus comme un danger pour la sécurité nationale par leur association avec le communisme et aussi potentiellement un poids pour l'économie. Donc, ces réfugiés indésirables ont été mis sous surveillance dans ces camps. Et encore une fois, Picasso a beaucoup fait pour essayer de libérer ses amis, ou même pas ses amis, en fait, parfois des parfaits inconnus. Et un de ces artistes qu'il a aidé était Pedro Flores, qui, on avait vu son tableau qui a été exposé à Paris en 1937. Flores avait vécu à Paris dans l'entre-deux-guerres, donc c'est comme ça qu'il connaissait Picasso et tout ce beau monde de l'école de Paris. Et puis, il quitte l'Espagne dans la retirada, il part dans un camp de concentration, il arrive à se faire libérer, mais après, il voulait revenir à Paris, mais Paris était interdite aux exilés parce qu'il y avait, soi-disant, trop d'étrangers d'emblée. Donc, c'est Picasso qui va intervenir auprès de André Dubois, qui était un haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, pour faire en sorte que Flores reçoive une autorisation de séjour pour Paris. Voilà, c'est une des pièces que j'ai pu, qui m'aidait à recoller les morceaux à partir de ces démarches administratives. Et ils sont restés en contact. Voilà une carte de vœux pour l'année 1943 que j'ai trouvée dans les archives Picasso, dessinée et envoyée par Flores. Donc, la situation, donc il y avait, comme j'avais dit, toute cette élan, cette poursuite de la lutte par la culture jusqu'à l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, tout ça est coupé dans son élan. Et c'est encore pire après l'armistice parce que les rouges espagnols, les rotespaniers, passent d'un statut d'indésirable à des ennemis de l'État. Donc, en revanche, au contraire de Miró est vraiment minoritaire dans son choix de revenir en Espagne ou de partir tout court. La plupart de ces artistes restent à Paris malgré leur soutien affiché pour la République et leur identité d'antifascisme et malgré leur statut d'artiste dégénéré. Et ce groupe se soude énormément, ils sont vraiment unis par désormais l'esthétique et l'idéologie. Ils continuent à fréquenter les cafés de Montparnasse, là je vous ai mis quelques images. Ils font beaucoup de portraits les uns des autres. Là on a Apelles Fenosa, sculpteur catalan, qui a fait un portrait de Picasso et aussi de Dora Maar, sa campagne à ce moment. Anthony Clavé fait le portrait de Pedro Flores, etc. etc. Ils sont très soudés à cette époque. Et un autre de la bande était Baltasar Lobo. On avait déjà vu son dessin qui était sur la revue de la revue anarchiste Mujeres Libres, Femmes Libres, qui était fondée par sa femme, Mercedes Coma Posada.
Et Baltasar Lobo avait et beaucoup d'autres réfugiés, parce que Lobo était un vétéran dans l'armée républicaine, il faisait de la propagande, comme on voit. Ici, il a aussi été aidé par Picasso dans son dossier. Sa date de naissance et lieu de naissance a été falsifié. Et je soupçonne très fortement que c'était peut-être Picasso qui a aidé, parce qu'en fait, c'était un anarchiste avant. Donc, il fallait cacher le passé anarchiste et ils ont fait ça par, voilà, falsifier son parcours. Mais il a été attribué le statut d'asilé espagnol, vous le voyez tamponné sur sa carte d'identité des années 40. Et en fait, ce statut était tiré de un peu... Enfin, c'était pas un statut de réfugié avec les protections que ça implique, ça viendra après la guerre. On verra Picasso et d'autres artistes adopter la nationalité de réfugié espagnol à partir de, je pense, 46. Mais là, c'était juste quelque chose qui voulait dire que la France tolérait la présence pendant 6 mois jusqu'à la prochain rendez-vous à la préfecture où il fallait prouver à chaque fois sa solvabilité pour qu'on ne soit pas un poids pour l'économie et sa manque d'implication dans les activités politiques. Voilà. Et donc, malgré tout, même si ces artistes restent, ils sont dans une position compliquée. Et donc, néanmoins, et donc Lobo, enfin, c'était très important de gagner sa vie. Et donc Lobo, qui était sculpteur, était obligé de faire des portraits, de sculpter du maréchal, par exemple. Mais il n'expose pas. Mais il est dans la minorité. Lobo et Picasso restent en dehors de la scène artistique, mais la vaste majorité des artistes espagnols à Paris, même les pro-républicains, continuent à exposer dans une vie culturelle qui continue avec beaucoup de censure, avec, comme l'a montré Laurence Bertrand d'Orléac dans son livre vraiment fondateur, L'art de la guerre. Mais ça continue quand même et les Espagnols restent très très présentes et notamment il y a un nouvel acteur dans le monde de la scène espagnole qui est l'école des beaux-arts de la phalange espagnole à Paris. En fait, ils ouvrent une école des beaux-arts à la place dans les rues Alma Marceau. En fait, c'était à la place des locaux du gouvernement basque en exil. Et cette école s'ouvre en 1941 avec comme fondateur, directeur, Federico Beltrán Masses, qu'on voit sur la une de la publication de l'École des Beaux-Arts de la Phalange, le centre culturel plutôt espagnol, El Hogar espagnol. C'est comme ça qu'ils appelaient ce centre culturel qui avait cette école, une bibliothèque, et aussi ils faisaient une publication hebdomadaire. Et on voit Beltrán Masses qui avait été un monarchiste convaincu, très ami avec Alfonso XIII, avant et après, j'imagine, son abdication. Et puis, donc, Beltrán Masses se convertit rapidement à la cause pro-franquiste et il est nommé à la tête de cette école qui a été complètement effacée par l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait un espace, des ateliers, des matériaux artistiques et ils organisaient des expositions aussi et des prix pour les artistes espagnols. C'était une manière de donner une chance aux artistes espagnols et de promouvoir leurs pratiques à Paris. Ça, c'était l'objectif affiché. Et ils organisaient, comme j'ai dit, plusieurs expositions. On voit le carton d'invitation de leur exposition dans leurs locaux en été 1942. Mais ils participaient aussi à l'organisation de l'événement espagnol qui a vraiment été le plus important de l'occupation. Et ça, c'était la quinzaine d'art espagnol qui a lieu à l'automne 1942 à la Galerie Charpentier à Paris.
Donc cette exposition, la quinzaine d'art espagnol, c'est l'initiative du directeur du musée, Raymond Nacenta, qui est obligé évidemment d'avoir l'aval de l'occupant, des autorités françaises et de l'Espagne franquiste. Et tout le monde est d'accord, donc il monte. En fait, en vrai, c'était tout un festival de musique, danse, chant espagnol, avec cette exposition de peinture et sculpture au milieu. Et donc, c'est très logique de voir que Zuloaga et Beltrán Masses exposent des œuvres à cette occasion. Là, on voit même l'œuvre de Beltrán Masses, la Maja Marquesa, qui avait provoqué beaucoup de scandales en Espagne quand il a peint. Et on voit sur la une de la presse de l'époque, il y avait l'ambassadeur, etc. Il y avait aussi les élèves de l'école de la Falange, par exemple Vicente Cristelis, qui avait commencé dans la publicité et qui voulait se convertir aux beaux-arts, ou Federico Masriera, qui avait fait une carrière modeste dans les arts, dans la peinture. Donc tout ça, c'est assez logique, mais ce qui ne l'était moins, c'est la présence des artistes de l'école espagnole de Paris, les avant-gardistes pro-républicains comme Hernando Viñes, Francisco Borges et même des rouges espagnols comme les vétérans de l'armée exilés comme Anthony Clavé. Et non seulement ils participent, leurs œuvres sont saluées dans la presse collaborationniste. Lucien Rébaté, qui était d'une extrême xénophobie, antisémitisme, dit, et je cite, que ces trois-là sont aussi proches de nous qu'il est possible à des étrangers, presque entièrement assimilés par Paris, et il fait la distinction entre leurs œuvres et les œuvres au Montparnasse d'Europe centrale. Et il attribue tout cela, c'est pour lui un heureux phénomène de la symbiose franco-espagnole. Donc il signale des artistes dégénérés, et bon, après, c'est pas l'esthétique le plus osée, mais quand même, ces artistes dont l'esthétique teste les limites de l'acceptable à cette époque, et en plus qui étaient des rouges espagnols. Donc qu'est-ce qui se passe? D'un côté, bon, la France, on trouve beaucoup dans la critique d'art, dans la presse, cette idée de fraternité franco-espagnole. La France ne voulait surtout pas que l'Espagne rentre en guerre du côté de l'Axe, ce qui aurait complètement entouré la France des puissances ennemies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a même eu cet échange notoire. La France a rendu des œuvres inalliables à Franco à cette époque, la veille du rencontre de Franco et Hitler. Donc voilà, les arts étaient utilisés complètement à des fins diplomatiques. Donc d'un côté la France, il y avait cette exposition cristallise beaucoup d'enjeux, donc la France. Et de l'autre côté, l'Espagne franquiste, pourquoi ils acceptaient ces œuvres de ces artistes? Parce que l'esthétique de l'école espagnole de la Falange était beaucoup plus classique. L'art franquiste, comme on a vu, est un art à sujet assez religieux, militaire. On voit beaucoup, et d'un style plutôt académique. Mais en revanche, l'Espagne franquiste voulait, tout ça a lieu, la quinzaine a lieu quelques semaines après la grande exposition d'Arnaud Breker à l'Orangerie. Cette exposition qui sert à véhiculer de manière triomphale à l'époque la nouvelle identité d'une Allemagne puissante et qui était aussi dominante sur le plan culturel.
Et l'Espagne veut faire pareil. L'Espagne veut montrer une vision de sa nouvelle identité franquiste, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les artistes. La plupart des artistes de talent étaient de l'autre côté, donc il a fallu fermer les yeux un peu, faire quelques concessions idéologiques et esthétiques pour avoir des artistes de prestige et de talent à leurs expositions représentant la nation. Et du côté des artistes, tout simplement, ils étaient dans une posture très très compliquée. Anthony Clavé, vers cette même époque, il reçoit un avis de rapatriement en Espagne. Et on voulait l'expulser. Et je pense que en parlant avec Françoise Dex, la veuve de Pierre Dex, grande amie de Picasso et tous ces artistes, elle m'avait parlé d'une rencontre fortuite que Clavé avait fait avec Conrad Mire-Mouste, qui était très impliqué, qui était un ami de Barcelone, qu'il rencontre dans la rue. Oh, salut, comment ça va? Sauf que Mire-Mouste était surveillé par la police, par le Gestapo, parce qu'il était dans la résistance. Et moi, je me demande si Clavé n'a pas été associé par erreur, ce qui a entraîné l'avis de rapatriement. Mais dans son dossier policier, le fait qu'il expose avec l'école de la Phalange est un bon point en sa faveur pour démontrer que non, lui n'est pas du mauvais côté. Vignès, enfin d'autres artistes, je pense, se servaient de ce genre d'exposition comme une couverture. Vignès, il était dans la résistance aussi, et sa fille, que j'ai eu le plaisir, que j'ai pu discuter avec elle, elle m'expliquait qu'il passait des messages pour la résistance dans sa poussette. Donc, 2 jours, il y avait Martibas qui était dans la résistance armée la nuit et en train d'exposer avec, sous les couleurs de l'Espagne franquiste 2 jours. Donc, Borès aussi, sa femme, était juive polonaise. Donc, voilà, tout le monde avait ses raisons. Après, on peut voir que certains ont voulu carrément peut-être utiliser cette exposition pour résister. Et quand on regarde les 3 œuvres envoyées par Luis Fernandez, des évocations très claires de la défaite de l'Espagne qui véhiculent la violence du conflit et au moins la tête de taureau mort, c'est clairement c'est l'Espagne qui est mort, c'est son Espagne qui est mort. Je pense qu'il avait en plus un plan très précis pour l'accrochage. Ils ont accroché une seule œuvre, à mon avis c'était Tête de cheval mort, et puis Fernandez a dit mais retirez-moi cette œuvre si vous ne faites pas tous les 3. Et en dernier, Oscar Dominguez, qui a exposé cette œuvre Femme au phonographe, d'une femme allongée en train d'écouter une phonographe. Ça m'a fait penser beaucoup à l'Aubade de Picasso, avec cette nue nue couchée, qui n'écoute pas la musique de la part de son prétendant dans cet environnement complètement fermé, claustrophobe, qui signale, qui véhicule toute l'angoisse de cette époque. Donc l'Aubade n'était pas du tout dans cette exposition, Picasso n'était pas là, mais je me demande si Dominguez voulait pas aussi protester, représenter Picasso et sa dénonciation du contexte par son choix d'envoi. Donc tout ça pour dire que cette exposition cristallise vraiment les paradoxes, les contradictions très intéressantes, à mon avis, de cette période très difficile, quand les 2 Espagnes font une sorte de trêve, à l'image de ces 2 taureaux, dans ce tableau de Oscar Dominguez qui s'appelle La fin de la guerre, les 2 pirates, où les 2 côtés se regardent, mais avec beaucoup de méfiance. Voilà, c'est la trêve. Et après la libération, on passe au front anti-franquiste artistique, où les Espagnols continuent à être partout sur la scène parisienne libérée, mais cette fois-ci, c'est dans un objectif
pro-républicain très affirmé. Donc, entre 45 et même jusqu'à 55, il y a une série d'expositions collectives d'art espagnol, mais aussi beaucoup d'expositions individuelles, organisées par l'exil, par les Espagnols en exil, les différents secteurs de cette communauté, mais aussi des associations françaises de gauche. Jean Cassou est très, très impliqué dans tout cela. Il y a une série d'expositions partout, c'est même remarqué dans les autres sphères diplomatiques d'art espagnol à Paris. Et même si les images et les titres ne sont pas toujours évocateurs de cela, tout cela est fait dans un objectif anti-franquiste, pro-républicain, pour soulever des fonds pour la résistance en Espagne ou au moins pour attirer l'attention pour la cause. Ils essayent de capitaliser sur un sentiment anti-franquiste qui est très fort après la guerre. Les Espagnols, les réfugiés espagnols ont été très, très actifs dans la résistance. Et par ailleurs, le fascisme n'est pas trop à la mode dans l'après-guerre. Donc, on a une série d'expositions, par exemple, l'exposition d'art catalan moderne, qui est au bénéfice des Catalans rentrés de déportation. Il y a une visite de plusieurs ministres, dont le ministre français des prisonniers et des déportés, Henri Freinet. Et il y a même des acquisitions des œuvres pour le compte de l'État français. Donc, 3 œuvres sont achetées, dont 2 de la part des exilés, Anthony Clavé, La cuisine, et Francesc Riba-Rovira, Sa nature morte. Riba-Rovira a été très apprécié, notamment par Gertrude Stein. Mais des artistes qui vraiment débutaient sur scène ont eu cette occasion d'émerger dans ce front artistique antifranquiste. Il y avait même toute une deuxième vague d'exilés. Il y avait la minorité comme Clavé qui avait pu rejoindre Paris dès 1939. Mais on voit d'autres exilés qui étaient en France, mais pas à Paris, qui ont vécu les années de la Deuxième Guerre en dehors de Paris, comme Eduardo Pisano, Javier Badia-Vilato ou José García Tella. Pisano était dans un groupement de travailleurs étrangers. Il travaillait sur le mur atlantique dans les travaux forcés. Tella fait un passage dans un camp de travail en Allemagne, mais il arrive à s'enfuir. Badia-Vilato, on ne sait pas. Mais cette deuxième vague émerge de styles très divers pour participer. C'est un moment assez ouvert à la nouveauté, à la diversité stylistique et surtout aux artistes exilés. Une des expositions les plus importantes était l'art de l'Espagne républicaine, les artistes espagnols de l'école de Paris. Et ce que même s'il y a des artistes exilés qui émergent, c'est l'école espagnole de Paris qui est au cœur de tout cela. Donc, ce groupe d'artistes modernes et avant-gardistes autour de Picasso depuis 1939 et souvent depuis les années 20. Donc, ce groupe, cette exposition à Prague, commence comme une initiative entre artistes amis et puis ça prend de l'ampleur et ça arrive à avoir le patronage, le soutien du président tchécoslovaque, président Beneš, qui invite les artistes à venir et un certain nombre viennent, comme vous voyez sur les photos, et ils font tout un programme de visite de monuments. Par exemple, c'est Anthony Clavé qui est en train de presque tomber de la statue. Je vois aussi Pedro Flores, il y avait Peinado, Fenosa. Donc, ils voyagent à Prague, ils font du tourisme, mais ils vont aussi dans des usines, comme ce centrale électrique, où ils sont photographiés en train de décharger un wagon de charbon. Bon. Donc, à cette exposition, et c'est un moment très important dans la lutte antifranquiste d'après-guerre, en France aussi,
parce que la France venait de fermer la frontière franco-espagnole, qui était une mesure inédite en temps de paix. Et donc, on avait l'impression que la France essayait de se mettre à l'avant-garde de la lutte antifranquiste en espérant que les anglo-saxons suivent le mouvement. Bon, donc cette exposition essaie de capitaliser sur tout cela. Jean Cassou écrit la préface. Et dans la préface, il dit, bon, il y a ça, le cheval mourant était une vignette d'une autre œuvre réalisée par Picasso pour l'exposition universelle de 1937, Songes et mensonges de Franco. Et donc, il y a Songes et mensonges de Franco dans cette exposition, mais la vaste majorité des œuvres n'ont pas un contenu politique. Et Cassou dit même dans sa préface, Guernica n'est pas ici, mais c'est pas pour autant que les œuvres sont pas, comme il dit, des messagers d'un pays comme la Tchécoslovaquie a souffert et combattu. Et si Cassou ressent le besoin en quelque sorte d'excuser le manque de contenu politique de ses œuvres, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu politique, mais c'était pas grave parce que à ce stade, c'était l'esthétique moderne avant-gardiste qui signifiait l'engagement pro-républicain. C'est devenu complètement associé à l'Espagne démocratique, progressiste et plus libre face à l'Espagne nationaliste, franquiste, qui avait un style beaucoup plus classique, académique, à sujet militaire, religieux, etc., comme on voit dans le portrait de Franco, où Zuluaga insère Franco dans un paysage évocateur de la Castille, des paysages du Greco. On a déjà parlé de l'esthétique néo-baroque de Josep Maria Sert. Donc, par le simple esthétique, on véhiculait cette identité républicaine par l'esthétique moderne. Donc tout cela continue. Le moment le plus fort, c'est entre 45 et 47. Et après, la France revient sur sa décision de fermeture de frontières parce que les anglo-saxons ne suivent pas le mouvement, plutôt ils profitent de l'absence de la France en Espagne pour faire de l'argent en Espagne. Et puis, il faut dire que la cause pro-républicaine est desservie par la guerre froide. Mais un autre facteur très important, c'est la politique artistique adoptée par le gouvernement franquiste à partir de 1951, qui inaugure avec ces biennales hispano-américaines. Donc, à partir de 51, à partir de 51, Franco organise la première biennale hispano-américaine, une exposition qui veut célébrer l'empire spirituel hispanique, qui invite des artistes de l'Amérique latine et aussi les artistes exilés à participer. Et en plus, ils admettent des œuvres modernes. Et Picasso est invité. Il refuse, et non seulement il refuse, il monte une contre-biennale, une contre-exposition, qu'il appelle l'exposition hispano-américaine, qui a lieu à Paris, à la galerie Henri Tronchet, vers Madeleine. Et on voit Picasso a dessiné la couverture, on voit Don Quixote et Sancho Panza, qui donc symbole de la culture espagnole par excellence, qui tiennent la colombe de la paix qu'il avait dessinée pour le Parti communiste. Donc, il montre bien de quel côté... il montre en fait que la tradition et la culture espagnole n'est pas que du côté franquiste, qu'il y a aussi une culture espagnole qui poursuit cette grande tradition qui peut être ouverte et moderne. Dali est aussi invité et Dali accepte parce que Dali, à ce stade,
c'est vraiment l'exception parmi tous ces avant-gardistes de l'école de Paris. Dali devient une sorte de porte-parole du régime franquiste et il expose à la Biennale hispano-américaine sa Madone de Portligat où on voit une représentation de la Vierge enceinte de l'enfant qui est dans son ventre. C'était dans sa phase nucléaire où il était très captivé par la bombe atomique et tout était en fait en train de comme si c'était en train d'exploser, mais il adapte le contenu de ses œuvres pour faire quelque chose de plus acceptable d'un point de vue franquiste. Et Dali critique très fortement Picasso de ne pas avoir accepté l'invitation. Comme j'ai dit, il est vraiment, il s'affiche du côté du régime franquiste. Et je pense aussi qu'encore en 1955, c'était la troisième biennale hispano-américaine à Paris. Les artistes de l'école espagnole de Paris organisent un hommage à Antonio Machado, grand écrivain espagnol qui avait beaucoup réfléchi sur la nécessité de régénérer l'identité espagnole, d'ouvrir le pays à des influences modernes, étrangères, etc., mort en exil. Et je pense que c'était aussi en réponse à la troisième volet de cette biennale hispano-américaine. Mais cet hommage à Machado sera la dernière exposition collective importante de cette vague parce que, en fait, à partir du moment où Franco accepte la modernité et même promeut l'art moderne et même abstrait à l'étranger parce qu'il a compris que c'était une bonne manière de faciliter son retour sur la scène internationale, de se faire une image plus respectable parce que bon, le fascisme et l'art abstrait, ça ne va pas ensemble. Donc s'il affiche l'art abstrait espagnol à l'étranger, ça a aidé dans sa réintégration. À partir du moment où il accepte l'esthétique moderne, ça court-circuité les connotations contestataires qui avaient été associées. Et donc, ce mouvement artistique anti-franquiste mené par les artistes à Paris perd de son élan. Les artistes, certains comme Flores, commencent à exposer dans les biennales hispano-américaines, à réintégrer la vie artistique espagnole. D'autres ne le font pas. Picasso rentre jamais en Espagne de son vivant et sera salué à sa mort par... il fera la couverture de cette revue anarchiste exilée et où ils disent bon, son art n'était pas trop ça de notre point de vue, mais au moins il est resté fidèle à la cause, ses idées étaient bonnes et son attitude digne. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. Voilà un aperçu des enjeux que j'essaie d'explorer, de cette période où les artistes qui n'avaient rien demandé, en fait, se retrouvent vraiment au centre de plein d'enjeux et étant des êtres humains font des réponses parfois contradictoires. C'est pas une ligne droite, mais c'est... Bon, moi, je trouve ça très intéressant et je suis contente d'avoir pu éclairer un petit peu cette époque fascinante. Donc, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Voilà, si vous avez des questions, levez la main, je vous donne le micro. C'est toujours difficile, je sais. Merci. Bonsoir. Et premièrement, bon, je vous félicite de toutes ces recherches et de la thèse. Et bon, j'ai deux questions. Et, bon, je suis la directrice de la Fondation Fenosa. Ah,
Ah, bah merci pour votre aide. Non, génial, nous sommes un peu un groupe un phénocien aussi Super. de chercheurs de l'université, tout ça, et nous avions beaucoup d'intérêt de suivre ton projet, le livre bien sûr. Et ce sont des questions. Une, est-ce que tu vas continuer la recherche parce que c'est un travail immense, non? Et l'autre, c'est une question que toujours je me le demande et je n'ai pas compris pas du tout par rapport à l'absence d'informations que c'est. Bon, bien sûr, je suppose que tu connais que Fenosa a été ici à Paris des années 20. Sur le cercle de Cocteau, Picasso, tout ça. Il retourne à l'Espagne le 29-39 pour une expo. Il reste pour lutter avec la République bien et sûr, tout ça. Ouais. Mais il retourne à Paris et ils sont avec son groupe d'amis espagnols, exiliés, tout ça. Mais je demandais où il vivait. Parce que je sais. C'est difficile de connaître ça. Alors, c'est un peu connaître si tu vas... Oui. En fait, on peut assez clairement savoir où il vivait. Je sais qu'au début, quand il rentre, quand il passe la frontière, il est à Limoges. Et après, il va à Versailles. Avec des amis, et après Cocteau et Picasso font en sorte que j'ai pris l'exemple de Flores, mais ça aurait pu être Fenosa, font en sorte qu'ils puissent avoir une résidence fixe à Paris. Et j'ai pas appris par cœur toutes les adresses, mais je les ai, donc je peux vous envoyer ça. Parce que ce sont exiliés, ils sont cherchés par la police, ils ne sont pas légalisés. Ils habitent des hôtels, mais ils partent tout le temps avec une valise. Alors c'est un peu comme des personnes qui n'ont pas un domicile fixe. Non? Mais Fenosa n'était pas tamponné asile espagnol. Il passe entre les mailles du filet. C'est assez arbitraire. Enfin, il n'était pas dans la retirada, il est passé après. Et donc, il n'a pas ce tampon. Donc, il est moins stigmatisé, je pense. Enfin, après, il reste beaucoup de choses à chercher et à comprendre par rapport à qui avait le tampon de asilé, qui ne l'avait pas. Mais Fenosa, au moins, dans ses documents qui ont été conservés, il n'était pas tamponné exilé espagnol, asilé. Donc, je pense que c'était peut-être un petit peu plus facile. En plus, c'était un ami de Cocteau. Cocteau, grand admirateur, je pense qu'il devait être assez protégé sous l'occupation. Enfin, heureusement. Mais bon, je peux vous envoyer toutes les adresses que j'ai. Et tu vas continuer alors la recherche? Qu'est-ce qu'il va passer après ce livre? Être en espagnol? J'espère, oui. Si vous connaissez des éditeurs en Espagne, enfin, je trouve que ça serait très logique que ça soit édité en Espagne, en espagnol. J'espère. Et je vais continuer, mais je commence à avoir des idées. J'ai pas encore cherché là, Je vais y travailler. Merci. Oui, j'ai lu votre livre qui est passionnant et en plus il est publié à un moment où a également été publié un livre passionnant également sur la communauté d'antifascistes allemands qui était à Paris à peu près à la même période et notamment dans un immeuble du 15e arrondissement où habitait Hannah Arendt, Walter Benjamin et Arthur Koestler. Et ce qui est très touchant dans cette communauté d'antifascistes, c'est que lorsque les camps de républicains espagnols ont été, se sont un peu vidés, on a mis des exilés et des apatrides antifascistes allemands. Oui, Max Ernst. Exactement. Oui, tout à fait. Et après, les Juifs. Et après, ils ont été très rentables. Exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai regardé un peu de près, pour revenir à Roberta González, qui était mariée avec Hans Hartung, qui a évité les camps, mais parce que il s'est...
en fait, il a été au stade de Colombe. Enfin, ils avaient été enfermés plusieurs jours dans un stade. Il y avait Roland Garros aussi. Il y avait Roland Garros. D'accord. Lui, il était à Colombe. Ouais. Et Roberta et son père, Julio González, faisaient tout pour essayer d'écrire à des hommes politiques, pour essayer de le faire libérer, enfin attestant de sa loyauté envers la France, la démocratie, etc. Et donc, il est libéré, mais après, il rejoint la Légion étrangère. Ça, c'était une des options pour prouver sa loyauté. Et Anthony Clavé, dans les mémoires de Carl Fonserre, qui laisse beaucoup de... Enfin, j'imagine que vous avez lu ça. Enfin, Anthony Clavé a dit, non, mais c'est pas possible avec cette guerre qui arrive. Donc, soit on s'enrôle dans l'armée à nouveau, soit c'est des travaux forcés, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils étaient vraiment... C'était dur. Et pour aller encore plus loin, et à propos de la Légion étrangère, il faut savoir aussi que beaucoup de républicains espagnols se sont, par dépit ou par désespoir, engagés dans la Légion étrangère. D'autres se sont retrouvés dans la Nueve, la brigade de Leclerc qui a libéré Paris. Exactement. Et ce que très peu de gens savent, c'est qu'il y avait 2 chars qui s'appelaient Cervantes et Lope de Vega, qui étaient pilotés par d'anciens républicains espagnols. Ouais. Et qui sont rentrés tout d'abord dans Paris. Absolument. Et maintenant, il y a le jardin à côté de l'hôtel de ville en leur honneur. Merci Anne Hidalgo. Super, merci beaucoup. Merci. L'entrée dans Paris, elle a été commémorée l'année dernière et une plaque a été mise dans le 13e arrondissement. Une plaque a été mise en bas à la poterne des Peupliers où ils sont entrés. Il y a eu des Espagnols qui sont venus, hein, il y a eu de la musique. Vous y étiez? Oui. Et donc voilà, et une plaque a été mise, c'est rue Brillat-Savarin, à l'angle de la rue des Peupliers. D'accord. Bon à savoir, ça je ne savais pas. Merci. Quelqu'un ou pas? Oui. Où avaient lieu les biennales hispano-américaines exactement? C'était à Paris? Oui, non, en fait, j'ai été assez vite. La première, alors, la biennale hispano-américaine, la première a lieu à Madrid en 51. Donc c'est là où, en fait, ça c'est la contre-biennale de Picasso qui proteste contre cette initiative franquiste. Donc il l'appelle aussi hispano-américaine. Voilà. Mais c'était 51 à Madrid, 54 à La Havane, où il y avait une deuxième, enfin là les artistes cubains aussi font une espèce de enfin ils protestent cet événement. Et en 55 c'est à Barcelone. Et c'est tout. Et après, ils investissent plus dans les biennales de Sao Paulo. Ils commencent à gagner des gros prix. Et après, l'histoire... Après, ce groupe n'est plus je dirais, in the spotlight. Enfin, ça passe... Enfin, c'est un chapitre qui se termine et un autre qui commence. Avec le groupe de Tapies, Saura... Millares, toute cette génération. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une curiosité par rapport à Prague. Pourquoi Prague? Qui est-ce qui est à l'origine de cette exposition? C'était en fait les artistes amis, les Espagnols qui avaient rencontré des artistes tchécoslovaques dans l'entre-deux-guerres et des artistes qui étaient antifascistes, qui partageaient la même idéologie pro-républicaine antifasciste. Adolf Hofmeister, c'est un des artistes tchèques qui est dans à l'origine, et avec Honorio Garcia Condoy. Donc c'est vraiment 2 amis qui commencent à dire « Ah tiens, si on faisait ça ». Et ça devient petit à petit aussi
la Tchécoslovaquie était très positivement disposée était très pro-espagnole, républicaine aussi. Et c'était, ça reçoit le soutien du gouvernement, du président, qui envoie une bonne propagande pour leur soutien. Mais ils voyaient ça aussi dans le gouvernement comme manière de renouer les liens avec Paris. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Ces artistes espagnols de Paris sont considérés à la fois comme des représentants de l'Espagne républicaine, mais aussi de la France, en fait. La France qui avait besoin de les mettre en valeur parce que c'était à la fois une preuve de la vitalité continue, de l'intérêt continu pour Paris comme capitale artistique, alors que New York était en train de prendre cette place. Et aussi de rappeler, non, nous, c'est la France, on est démocratique après l'occupation. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est dans le livre. Très bien, merci. Sauf s'il y a une dernière question très importante, je vous propose de remercier encore une fois Amanda pour cette conférence passionnante. Et puis, donc, si vous le désirez, vous pouvez acquérir l'ouvrage juste à la sortie de la salle. Éventuellement, demander une dédicace à Amanda. Avec plaisir. Elle veut bien. Voilà, merci beaucoup Amanda. Merci à vous. Merci beaucoup.